Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Aujourd'hui, émission spéciale avec l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Chatel. Il est aujourd'hui le président d'Odyssée, un groupe qui réunit plusieurs établissements privés à l'étranger dans le but de promouvoir l'enseignement français dans le monde. Alors, quelles sont les ambitions du groupe? On lui posera toutes les questions dans quelques minutes. En seconde partie d'émission, focus sur les livres parascolaires de la maison d'édition Ozu. Sa responsable éditoriale nous dévoilera sa collection. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Cette semaine, il nous parle de l'école sous la Révolution française. Loïc, on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce rapport alarmant du Haut Conseil de la famille. Rapport que nous révèlent nos confrères du Parisien dans l'édition de ce lundi. Entre 2014 et 2021, chez les moins de 20 ans, la consommation d'antidépresseurs est en hausse de 62%, celle de psychostimulants de 78% et ça va jusqu'à plus 155% pour les hypnotiques et les sédatifs. C'est un phénomène de surmédication sans réel suivi que dénoncent beaucoup d'associations. À titre d'exemple, il y a aujourd'hui 73 000 enfants sous Ritaline, c'est un psychostimulant prescrit dans le cadre de troubles de l'attention. Mais sur ces 73 000 enfants, seuls 10 175 sont passés par un centre médico-psychopédagogique, c'est-à-dire que ce médicament est régulièrement prescrit sans réel diagnostic ni accompagnement. Un article donc à retrouver dans le Parisien du jour. Oui, à suivre évidemment. On continue avec la grève contre la réforme des retraites qui pourrait impacter les épreuves du baccalauréat. C'est en tout cas la volonté de la CGT Sud et Force ouvrière qui ce week-end ont diffusé plusieurs communiqués comme celui que vous voyez à l'instant. Ils appellent à la tenue d'assemblée générale dans les lycées pour donner une suite au mouvement qui a commencé, vous le savez, le 19 janvier dernier. Un préavis a d'ailleurs été déposé pour la semaine prochaine, celle du 20 mars, qui est donc celle où les lycéens vont passer les épreuves de spécialité au bac. Seule la FSU pour l'instant refuse de perturber l'examen. Et sur ce sujet d'ailleurs, la Fédération française de football est sous le feu des critiques, Louis. Oui, on va penser un petit peu aux footballeurs qui sont aussi lycéens ou lycéens qui sont aussi des footballeurs professionnels en devenir, donc qui sont occupés finalement par des entraînements et des matchs chaque semaine. Et bien ce week-end, certains journalistes et éducateurs se sont plaints sur Twitter d'un non-sens total. La Fédération française de football a organisé 2 matchs amicaux de l'équipe de France des moins de 18 ans la semaine des épreuves de spécialité du bac, c'est-à-dire que les lycéens vont devoir rejoindre leur camp d'entraînement avant de partir jouer le samedi et donc ils ne pourront pas passer leurs écrits. Du coup, plusieurs clubs comme l'Olympique Lyonnais ont décidé de laisser partir leurs joueurs, mais au dernier moment, à la fin des épreuves, pour ne pas qu'ils les repassent en septembre. Et on reste au lycée avec cette étude qui révèle les spécialités les plus choisies en première et en terminale. La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance s'est effectivement penchée sur les enseignements stars en 2022 et les spécialités les plus choisies sont, dans l'ordre, les mathématiques, les sciences économiques et sociales, la physique-chimie, l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, les sciences de la vie et de la terre et les langues, littératures et cultures étrangères et régionales. Tout en bas du classement, on trouve les arts du cirque. C'est dommage, c'est toujours sympa, le grec et la biologie-écologie, avec une bonne nouvelle quand même dans un contexte où on souligne régulièrement le manque de vocation scientifique. En 2022, les élèves ont moins abandonné la spécialité mathématique qu'en 2021 et 38% d'entre eux ont décidé de suivre un enseignement optionnel sur ce thème en terminale, que ce soit les mathématiques expertes ou les mathématiques complémentaires, avec une augmentation d'1 point de la part des jeunes filles au cœur de ces spécialités. Et on termine avec ce cadeau de Pap Ndiaye aux élèves de CM2 dans toute la France. Ce vendredi, dans sa traditionnelle pastille vidéo, le ministre a promu l'opération Un livre pour les vacances qui permet en fait au gouvernement d'offrir un ouvrage à tous les CM2 en fin d'année scolaire pour leur donner le goût de la lecture pendant les mois d'été. Et voici donc le livre que Pap Ndiaye a choisi. L'Odyssée raconte le voyage en mer d'un héros grec, Ulysse, qui tente de regagner son île natale, Ithaque. Ce voyage dure 10 ans à travers de très nombreuses fortunes de mer et péripéties. Et c'est l'occasion pour le héros, de retour de la guerre de Troie, de découvrir qui il est véritablement. J'ai souhaité offrir aux élèves la possibilité d'embarquer avec le héros grec dans une aventure extraordinaire. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur, à travers cette adaptation, des figures féminines puissantes, bien présentes dans l'œuvre d'Homère.
Merci Loïc. Aujourd'hui, émission spéciale dans le Grand JT puisque nous recevons l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Chatel, aujourd'hui président du groupe Odyssée. Luc Chatel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le Grand JT. Nous sommes ravis de vous accueillir. Votre rapport à l'éducation, si je puis dire, est multiple, puisque bien sûr, vous avez été, entre autres, ministre de l'Éducation nationale, et on va y revenir ensemble. Mais aujourd'hui, vous venez nous voir pour une autre casquette, si je puis dire, peut-être un peu moins connue du grand public. C'est aussi pour ça que je suis contente d'en parler. Vous êtes président du groupe Odyssée. Alors, Odyssée réunit 14 établissements. Ou peut-être qu'il y en a un nouveau à venir, mais enfin on va en parler. 14 établissements scolaires français à l'étranger. Ce n'est pas commun qu'un ancien ministre de l'Éducation, justement, ouvre une structure éducative. Comment cela s'est fait? Est-ce que c'est un projet que vous nourrissez depuis longtemps? D'abord, vous l'avez évoqué, c'est vrai que l'éducation, la formation est un peu un fil rouge, un fil conducteur, en ce qui me concerne, de toute ma carrière. Quand j'étais jeune, j'ai enseigné dans des écoles de commerce, puis à la fac. J'ai été DRH dans un grand groupe qu'on connaît. Je me suis beaucoup occupé de formation, d'apprentissage quand j'étais élu local. J'ai ouvert des formations quand j'étais maire de Chaumont dans ma ville, etc. Puis j'ai été ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est vrai que c'est un fil conducteur dans ma vie, mon engagement personnel. Et l'idée d'Odyssée, c'était un peu un aboutissement en se disant, il y a un secteur sur lequel je pense la France a un travail à accomplir pour son rayonnement, qui est l'enseignement français à l'étranger. Certes, il y a un passé glorieux, mais il y a aujourd'hui un présent qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est important qu'aux côtés du navire amiral qui est l'AEFE, l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger, qui dépend de l'État, il y ait des opérateurs, des acteurs qui puissent porter cette voix de la France dans l'enseignement à l'international. Justement, les AEFE, ce n'était pas suffisant en fait ce que proposait l'AEFE à côté. Il fallait que vous montiez un autre réseau d'établissements justement peut-être un peu plus élitistes, ou si, enfin en tout cas c'est une question. Alors d'abord, les lycées français à l'étranger, c'est l'excellence à la française dans l'éducation. Je raconte tout le temps cette anecdote, c'est quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, je recevais mes homologues étrangers et ils me disaient toujours, mais comment faites-vous pour avoir un système éducatif aussi performant? Voilà. Alors j'étais toujours un peu surpris quand je sortais d'une réunion où à Pisa on était 62e sur 67. Surtout c'était assez étonnant de le redire aujourd'hui, compte tenu de l'état de l'école en France. Ils avaient en tête le lycée français dans la capitale de leur pays, qui a une image d'excellence et qui est l'excellence. Donc on a un capital, on a un patrimoine considérable avec ces lycées français. Simplement, en 20 ans, le monde a complètement été bouleversé. Il y a 20 ans, les lycées français, c'était 500 lycées sur 2500 écoles internationales dans le monde. Voilà. 20 ans après, il y a 13 000 écoles internationales dans le monde. Et il y a 550 lycées français. Donc toute la croissance du marché, ce besoin d'éducation internationale, qui émane aussi bien des pays développés que des pays émergents, eh bien, il a été capté par des opérateurs anglo-saxons, souvent avec derrière des fonds d'investissement qui mettent beaucoup d'argent, qui font payer les frais de scolarité de manière très élevée, qui ont un modèle d'enseignement qui n'est pas du tout le nôtre. Et donc, la voix de la France, si vous voulez, c'est un peu atténuée au regard de ce qui se passe dans le monde. Donc l'idée, c'est de maintenir ce prestige, c'était de se dire... pourquoi est-ce que cette demande, le marché a été très dynamique, pourquoi est-ce que les familles sont plutôt allées vers l'enseignement international, l'enseignement anglo-saxon, plutôt que chez nous? Et nous avons pensé qu'il était temps de mettre en place des formules hybrides, de prendre un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire l'enseignement français, il a de grandes qualités académique, la façon dont on enseigne les lettres, la philosophie, qui sont très importantes, le raisonnement, raisonner, apprendre à raisonner à la française, si je puis dire, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Donc il y a des points de force considérables dans l'enseignement français, mais le monde d'aujourd'hui, il est international, il faut parler l'anglais, il faut être capable aussi, les anglo-saxons sont par exemple plus forts, sans doute, dans le domaine des soft skills, ils mixent mieux certaines disciplines,
disciplines, ils ont des approches beaucoup plus transversales dans le domaine de l'éducation. Donc notre idée, l'idée d'Odyssée, c'est ça, c'est de mixer le meilleur des deux mondes. C'est ce que nous avons créé d'abord à Casablanca, puis après dans les autres écoles du groupe. Donc maintenant, ça fait 7 ans, 6 ans bientôt, c'est ça, 7 ans? Alors Odyssée, ça a 4 ans aujourd'hui, hein, l'idée de développer à l'international ce concept. Hein. Mais Casablanca, c'était en 2017, non? Alors Casablanca a ouvert en 2017, absolument. Oui, voilà. Et donc le premier établissement justement ouvert à Casablanca a été une réussite. J'ai l'impression qu'en fait les très bons élèves aussi se sont regroupés au sein du groupe Odyssée. Est-ce que c'est une façon pour vous, j'ai lu qu'il y avait à peu près au total, l'établissement totalise plus de 4000 élèves et 700 enseignants encadrants. Est-ce que l'idée c'est d'avoir davantage encore d'élèves ou de restreindre pour justement maintenir une idée d'élite de l'enseignement français, mais dans le monde entier? Alors, nous, d'abord, nous nous adressons aux familles qui peuvent être intéressées par ce concept meilleur des deux mondes, hein, enseignement français, mais avec une ouverture internationale et de l'enseignement, notamment de l'anglais, dès les plus jeunes classes. Et les familles auxquelles nous adressons, elles sont en général d'abord locales, c'est-à-dire que dans nos établissements, la majorité de nos familles sont des familles locales, ne sont pas des expatriés. Et c'est là où nous avons un rôle complémentaire de l'AEFE. Historiquement, l'AEFE, les lycées français ont été créés pour les expatriés. Nous nous adressons d'abord, nous, aux familles locales. Et ils sont majoritaires. Avec la langue locale qui est aussi enseignée. Ensuite, nous enseignons, le principe, c'est que nos études ont lieu en français, et l'enseignement, bilinguisme en anglais dès les plus petites classes, notamment le CP, mais un pourcentage de langue locale. Oui, à Casablanca, les enfants apprennent 10% de leur temps se fait en arabe. Au Vietnam, on apprend le vietnamien. Parce que ça fait partie, ça contribue à l'ouverture d'esprit, à l'enrichissement. On est dans un pays, c'est essentiel d'apprendre la langue du pays. D'accord. S'implanter dans les zones de conflit, vous l'avez fait aussi à Sarajevo. Alors c'était un peu plus tard, mais c'était un véritable choix aussi, stratégique de la part de l'Odyssée. Il se trouve que notre stratégie, au début, nous avons ouvert des écoles. Vous avez cité Casablanca, on a ouvert Bucarest. On continue à ouvrir des écoles. Cette année, on va ouvrir une école en Australie, à Perth. On va en ouvrir une autre à Hanoï, qui est notre deuxième école au Vietnam. Mais en parallèle, nous avons engagé une politique de reprise d'établissements français à l'étranger, qui étaient des établissements indépendants, soit gérés par des parents d'élèves, soit gérés par des institutions et qui voulaient se rapprocher d'un groupe structuré. Voilà. Et en Europe centrale, nous avons été approchés par un groupe qui avait ouvert 6 écoles en Europe centrale et que donc nous avons été amenés à reprendre. Et effectivement, dans ce groupe, il y a Sarajevo, où je serai d'ailleurs à la fin de la semaine. Nous avons une école de 300 élèves à Sarajevo. Et c'est vrai, quand on connaît l'histoire de Sarajevo, je suis déjà allé une fois voir un petit drapeau français, parce que c'est ça aussi le projet Odyssée, c'est un projet éducatif, pédagogique, c'est un projet entrepreneurial, hein. On a démarré de zéro et aujourd'hui le groupe est en plein développement, mais c'est aussi un projet un peu cocardier et nous on va planter des petits drapeaux français un peu partout dans le monde et c'est aussi une des raisons de mon engagement dans ce projet. Emmanuel Macron souhaite doubler le nombre d'élèves scolarisés d'ailleurs en français à l'étranger d'ici 2030. Vous soutenez cette ambition-là ? Alors, écoutez, en fait, c'est indépendant de l'avènement du projet Odyssée, mais je pense que c'est un bon objectif. Je pense que le président de la République a compris les enjeux. L'enseignement français à l'étranger, c'est le meilleur soft power qui puisse exister. Voilà, quand on apprend, toujours maintenant, mais toujours bien sûr, aujourd'hui. Si vous voulez, quand on apprend dans la langue française, quand on apprend l'histoire en français, quand on apprend la culture, on est francophile et francophone pour la vie. Donc c'est le meilleur soft power qui existe. J'en ai vécu l'expérience à plusieurs reprises, quand j'étais dans l'entreprise, comme quand j'étais dans des responsabilités, aussi bien au Parlement qu'au gouvernement. Donc c'est un bon objectif. Simplement, l'objectif en soi, il est louable, il est respectable, mais il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est quoi ? C'est à mon sens... d'abord, l'AEFE seul ne peut pas réussir, donc d'où la volonté d'élargir l'enseignement français à d'autres opérateurs. Odyssée, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres groupes qui ont émergé, des groupes internationaux qui ont émergé et qui sont sur ce segment de l'enseignement français à l'étranger. Et c'est tant mieux, parce que je pense que nous sommes complémentaires. Nous, par exemple, nous avons une convention avec l'AEFE où notre rôle est vraiment d'être complémentaire. C'est-à-dire que nous avons un point 2 fois par an avec l'AEFE pour regarder quelle est notre stratégie de développement, quels sont les pays
où nous pouvons aller, quels sont les endroits où éventuellement on peut reprendre des écoles. Donc tout ça se fait de manière très coordonnée. On n'est pas en frontal en se disant on va aller piquer les élèves de l'AEFE. Non, c'est une vraie volonté. Et moi je me réjouis qu'à la suite des annonces du président de la République, par exemple, il y ait des plans écoles dans les ambassades. C'est-à-dire que les ambassadeurs mettent en place des plans écoles pour développer l'enseignement français dans leur pays. Et donc ils élaborent une stratégie. Moi je l'ai vu dans plusieurs pays. Et c'est très utile parce que ça permet aux différents opérateurs de se positionner. On l'entend à quel point c'est important pour vous de parler de bilinguisme, de parler effectivement de cette tradition, cette culture française effectivement à développer à l'étranger, mais aussi l'anglais qui est très présent partout et on le sait. Et puis les langues aussi, les cultures locales, donc ce multiculturalisme. C'était déjà aussi une ambition que vous aviez à l'époque où vous avez été ministre de l'Éducation nationale, de mettre l'anglais au cœur de l'apprentissage. Oui, j'avais lancé un plan d'apprentissage de l'anglais qui, je ne suis pas sûr qu'il ait été suivi dans la continuité par mes successeurs et qu'il ait eu beaucoup d'effets, mais en tout cas, oui, c'est un sujet que j'avais pris à bras-le-corps, comme beaucoup. Vous savez, l'éducation nationale, c'est un paquebot et chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Ensuite, malheureusement, il faut de la continuité pour qu'on puisse obtenir des résultats. Voilà. Alors justement, ça m'intéresse d'en parler avec vous, puisque j'ai la chance de vous avoir sur ce plateau. Ancien ministre de l'Éducation nationale, je veux votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui et sur l'école française. Vous avez donc proposé et apporté de nombreuses réformes, effectivement, à l'époque, de nombreuses idées. La réforme du lycée, on en parle beaucoup aujourd'hui. Enfin, c'est pas du tout nouveau. Vous aviez porté cette réforme-là à l'époque en tant que ministre. C'était en 2010, il me semble. Il s'agissait, à l'époque déjà, d'améliorer l'orientation, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour les étudiants. Alors, effectivement, un des volets consistait à faire de l'orientation un processus progressif et un processus continu. C'est-à-dire que ce ne soit pas tout d'un coup la loterie où à un moment, il y ait le coup près et on doit absolument choisir entre une filière alors qu'à 16 ans, à 14 ans, on n'est absolument pas capable, souvent, et tant mieux, de savoir ce qu'on va faire plus tard. Surtout à une époque où on va changer plusieurs fois de métier dans sa vie. Donc ça, c'était un point important. Mais peut-être le point que je retiendrai de cette réforme, c'était la transversalité. Et de se dire, et si on passait d'une éducation c'était le système français en silo, avec un apprentissage disciplinaire, souvent de grande qualité, mais finalement, on ne travaillait pas toujours la transversalité, la capacité pour les enseignants, et donc pour les élèves, d'apprendre de manière globale. Je vous prends un exemple dans les sciences. Les anglo-saxons, voilà un exemple où les anglo-saxons ont peut-être eu une avance sur nous. C'est-à-dire que très tôt, ils ont compris qu'il fallait apprendre les sciences de manière transversale. Et qu'il fallait mixer à la fois la technologie, les mathématiques, la physique, et le faire à partir d'un exemple concret. Moi, j'ai assisté à des séances de travail, vous savez, la fameuse méthode STEAM. STEAM a conjugué toutes ces disciplines, mais ça n'a rien à voir avec ce que peut être notre enseignement très cloisonné, très disciplinaire. Donc l'idée d'avoir 2 heures par semaine, ça n'était que 2 heures, mais c'était 2 heures dans l'emploi du temps des élèves au lycée, où on fait du travail en commun, où les enseignants mettent en œuvre des outils, des ressources pédagogiques communes, je pense que ça allait dans ce sens-là. Et pourtant, l'orientation peine à trouver sa voie, sans faire de mauvais jeu de mots. Aujourd'hui, en France, on voit bien que l'école, c'était un vrai problème. On ne sait pas, le lycée professionnel peine aussi à redorer une image, et pour autant, qui est absolument formidable, cet enseignement. Comment faire aujourd'hui, selon vous, vous qui avez ce recul-là, vous qui êtes, je le dis encore à nouveau, président d'Odyssée, pour que l'orientation se fasse de manière souple et aisée? Un regard sur Parcoursup, par exemple. Vous disiez que l'orientation, effectivement, commençait dès l'âge de 13 ans. C'est trop tôt ? Alors, 13 ans, c'est tôt. 13 ans, c'est tôt. Simplement, je le redis, je pense que la clé d'une orientation réussie, c'est une orientation progressive et qui n'emmène pas les élèves dans des voies irréversibles. On a le droit de se tromper. On a le droit de ne pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie à 17 ans. Et on a le droit mais là, à 18 17, ans... Pardon, monsieur, mais c'est là, on doit choisir son orientation assez vite, du coup, en 4e. Oui, alors ça a toujours existé, c'est lié aux résultats. Simplement, le lycée professionnel était vécu malheureusement historiquement un peu comme une voie de garage, alors que c'est une filière qui doit mener à des métiers et à des métiers d'excellence. Et c'est là où moi j'attends avec beaucoup d'impatience, d'intérêt, la réforme du lycée professionnel, parce que je pense que cette filière doit être rénovée en l'enrichissant, en faisant une filière d'excellence. Vous savez, moi j'ai créé des classes préparatoires
pour les lycées professionnels. Voilà, c'était inimaginable. C'est-à-dire que, comme vous disiez, à 14 ans, il fallait choisir, et si on n'était pas en gros dans les meilleurs élèves, on vous embarquait en filière professionnelle. Qui était une filière qui était mal vue à l'époque. Oui, soyons clairs. Et on ne revoyait jamais la filière générale, et donc on n'avait pas accès à certaines formations. Or, vous pouvez être un élève médiocre à 13 ou 14 ans, vous révéler à 16 ans, et à 18, être tout à fait apte vers des filières d'excellence. Et donc, c'est pour ça que nous avions créé des classes préparatoires pour les lycées professionnels, pour avoir cette réversibilité. C'est ce que les Allemands ont très bien compris depuis longtemps. Les Allemands, vous savez que l'apprentissage est roi en Allemagne, mais l'apprentissage, d'abord, c'est les meilleurs élèves qui vont en apprentissage, et il permet des passerelles, des allers-retours. Donc, je pense que dans un parcours, dans un process de formation sur plusieurs années, voire une décennie, c'est très important d'avoir ces passerelles, ces allers-retours, parce que chaque enfant ne va pas au même rythme. Il y a des moments dans la vie où on peut tout d'un coup avoir une révélation, un déclic. Je vois, j'ai un fils qui va avoir 18 ans, qui passe son bac. Au début de l'année, il ne savait pas du tout quoi faire. Et même, il est en France ? Il est en France. Il se posait la question de savoir si même il fallait faire des études. Vous voyez, il en était là. Bon, eh bien, tout d'un coup, processus d'orientation, curiosité, les forums, on a un peu regardé tout ça, et tout d'un coup, il y a un déclic. Et à un moment, Parcoursup, et puis on verra le résultat. Mais donc, c'est un cheminement qui doit vraiment être progressif, et on ne doit pas avoir le sentiment d'avoir ce couperet qui vous élimine quelque part trop tôt de certaines filières. Je reviens sur l'idée de l'orientation parce que c'est vraiment un sujet qui préoccupe. Il y en a beaucoup de sujets au niveau de l'école aujourd'hui, mais enfin c'est un vrai sujet pour les parents, les élèves et les professeurs. À l'époque, vous proposiez une rémunération des professeurs pour justement s'occuper de l'orientation des élèves. Je rappelle que je crois que les profs principaux ont cette charge, si je puis dire, mais pas les autres professeurs des classes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudra encore repenser cette situation-là, cette proposition ? Moi, je pensais que, si vous voulez, qui connaît le mieux les enfants, si ce n'est les enseignants qui les voient tous les jours. Voilà. Et donc, qui peut mieux les conseiller ? Alors, ils le font dans l'immense majorité naturellement. C'est-à-dire que moi, je vois, encore une fois, je prends des exemples de mes enfants, leurs enseignants leur ont donné des conseils, les ont orientés, donc c'est le b.a.-ba. Mais si ça peut dépasser l'exemple individuel et si ça peut être un peu professionnalisé et structuré, c'est mieux. Et donc, c'est pour ça que j'avais évoqué à l'époque, j'avais proposé cette initiative. On parle beaucoup de la pénurie des enseignants en France. Vous l'avez suivi, j'imagine. Beaucoup d'élèves se sont retrouvés sans professeur dans leur classe ou alors avec des professeurs engagés et formés en 4 jours, ce qu'on appelle des contractuels. À l'époque, vous étiez ministre de l'Éducation. François Hollande voulait recréer 60 000 postes d'enseignants et vous aviez manifesté votre opposition justement à ce sujet, argumentant les problèmes évidemment de dépenses publiques qui étaient assez logiques. Et je vais vous citer. Ils savent que s'ils seront à l'avenir plus nombreux, donc les professeurs, ils seront moins bien payés. Or, on a besoin de revaloriser les enseignants. C'est le choix que nous avons fait en ne remplaçant pas la moitié des enseignants partant en retraite, mais en augmentant de 10% leur salaire en début de carrière. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des propositions, des actions faites par le ministre actuel de l'Éducation, Pape Ndiaye ? D'abord, ce que vous évoquez montre que ce n'est pas un problème nouveau, l'attractivité du métier d'enseignant. Et donc, c'est un phénomène que nous n'avons pas réussi à régler. Voilà. Et je pense, pourquoi nous n'avons pas réussi à le régler ? Parce qu'on le prend souvent par le petit bout de la lorgnette. On prend par le bout du salaire au moment du recrutement et autres. Alors qu'il faut imaginer, d'abord, enseignant, c'est une vocation. Et donc, il faut aider des jeunes qui vont se tourner vers les métiers de l'éducation à approfondir, à avoir cette vocation s'ils ne l'ont pas forcément au départ, et ensuite à l'approfondir, à la nourrir. Ensuite, je crois que c'est très important qu'il y ait un peu un contrat entre l'enseignant qui va s'engager pour une carrière et l'éducation nationale. Et ce contrat, il doit passer par des perspectives d'évolution. Le pire pour un enseignant, c'est d'avoir le sentiment que son travail, finalement, ne sert pas à grand-chose, n'est pas suffisamment reconnu, et reconnu pas que financièrement, reconnu par les parents, par les enfants eux-mêmes, le statut de l'enseignant. Donc, il y a vraiment un travail global à mener, les perspectives d'évolution de carrière et évidemment la rémunération qui va avec. Vous comprenez la colère actuelle des professeurs ? Mais moi, je comprends qu'un enseignant qu'on recrute à un niveau de rémunération où il peut à peine se loger en région parisienne, qu'ensuite qui n'a pas la possibilité d'évoluer
et en tout cas où l'évaluation est très déconnectée de l'évolution. Hein. Un enseignant, il est évalué une fois tous les 5 ou 7 ans en moyenne. Et cette évaluation, elle a peu de conséquences sur l'évolution de sa carrière. Alors qu'il faudrait au contraire qu'on puisse motiver les enseignants en leur disant, tiens, vous serez évalué plus souvent avec des gens qui vous connaissent bien, qui vous fixent des objectifs et qui derrière vous permettront de vous ouvrir des portes. L'international en fait partie. Moi, je trouve que la meilleure formule, ce serait d'encourager, pourquoi pas même d'avoir dans le parcours d'un enseignant, dans la trentaine d'années d'engagement au service de la collectivité, qu'il puisse y avoir 1 an, 2 ans, 3 ans au service de la collectivité à l'international. Ce sont des perspectives très intéressantes pour les enseignants et évidemment enrichissant pour une carrière. Donc je crois que ça devrait faire partir du processus d'évolution de carrière. Alors j'ai bien tout compris, mais j'aimerais que vous répondiez à ma question. Est-ce que les propositions et actions faites par le ministre actuel Pap Ndiaye vous semblent bonnes et amènent une bonne perspective pour la suite? Je vais vous dire, j'ai été ministre de l'Éducation nationale pendant 3 ans et c'est suffisamment difficile pour qu'on n'ait pas tous les matins un de vos anciens collègues, un de vos prédécesseurs qui vous explique ce qu'il faut faire. Voilà. J'ai eu cette responsabilité. Elle est difficile, c'est au tour de Pap Ndiaye, il a beaucoup d'idées, il s'engage beaucoup, et c'est à lui de mettre en œuvre ses idées et la politique qu'il souhaite. Salaire minimum de 2 000 € par mois, cela vous semble juste ? En tout cas, c'est la volonté de faire un effort en faveur des jeunes enseignants. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la seule solution, la seule réponse. Ce qu'il faut, c'est l'évolution de carrière. Ce qu'il faut, c'est l'évaluation des enseignants, leur perspective d'évolution salariale. Tout ça, c'est un tout. Et effectivement, il y a des questions budgétaires derrière, vous avez rappelé. Merci beaucoup, Luc Châtel, d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Odyssée. Merci 1000 fois. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Je vous donne rendez-vous tous les jours pour la quotidienne de School TV. Chaque matin, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. Et puis, vous retrouvez aussi une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, littérature jeunesse, pédagogie. Tous les jours dans la quotidienne, on vous donne ainsi des clés de compréhension et des pistes d'action. De retour dans le Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Ludivine Boulico. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable éditoriale du pôle parascolaire des éditions Ozu. Alors Ozu, célèbre pour les aventures du loup, que j'entreaperçois. J'entreaperçois, c'est tout à fait français. Voilà. J'entreaperçois. C'est nouveau. C'est québécois. Non, mais c'est parce qu'on l'aperçoit, mais quelque chose. On l'entreaperçoit. Bon, allez, je passe. De toute façon, il n'y a pas de montage dans cette émission. Je l'aperçois. Il est là, Lou. Montrez-moi Lou. Il est là. Il est magnifique. Il est venu avec moi. Il est sublime. On connaît tous ce petit personnage Lou, il est très mignon. La Maison Ozu, donc, qui est spécialisée dans la littérature jeunesse depuis maintenant 50 ans, ce n'est pas rien. La promesse de vos ouvrages à aider les enfants à devenir de futurs adultes heureux et épanouis. Sacrée promesse quand même, hein. Sacré pari. C'est une belle affaire. Effectivement, les éditions Ozu ont 50 ans cette année, donc c'est l'occasion de parler de cette maison d'édition. Pour vous raconter la petite histoire, c'est une maison qui a été créée en 1973 par Philippe Ozu. Oui. Donc déjà, c'est le fondateur qui a donné son nom à la maison d'édition, ce qui nous interroge beaucoup. Pourquoi Ozu ? Et à la base, en fait, c'est une maison d'édition qui publiait des ouvrages, des encyclopédies. Donc évidemment, ça a beaucoup évolué en 50 ans, notamment avec l'arrivée de Gauthier Ozu, son fils, à partir de 2006. Et Gauthier a développé tout un catalogue, a recentré la maison sur un catalogue d'édition jeunesse. Et très rapidement, effectivement, Lou est arrivé. Donc c'est vraiment le héros phare d'Ozu. Voilà. Et depuis, de nombreuses collections en jeunesse se sont développées, aussi bien sur l'éveil, l'album, le documentaire. On fait aussi de la BD, du roman, du loisir créatif et bien sûr des ouvrages éducatifs. Donc Ozu, c'est tout pour les enfants. Alors je les vois ces ouvrages éducatifs, là on a un sacré panel. Les héros du CP, là on voit méthode d'écriture, Vive le vélo, Sortie à la ferme, les enquêtes en vacances et puis surtout ce que vous nous présentez. Montrez-moi 2-3 éditions et parlez-moi de ce que vous avez dans les mains. Alors voilà, Ozu, c'est une maison d'édition qui publie des livres jeunesse, mais pas que. L'éducation, c'est vraiment au cœur de la maison depuis 50 ans,
puisqu'à la base, c'était des encyclopédies, mais aussi des dictionnaires, des atlas. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vrai que c'est culturel. C'est quand même de pouvoir à la fois divertir les enfants tout en leur apprenant des choses. C'est ça. C'est vraiment, en fait, le maître mot. C'est vraiment, on va dire que l'éducation et la transmission des savoirs, ça fait vraiment partie de Ozu, de l'ADN Ozu. Et nous, on développe toute une collection d'ouvrages éducatifs. Donc ce sont des ouvrages parascolaires, et la particularité, c'est que c'est des ouvrages pour la famille et pour la maison. On est vraiment des ouvrages éducatifs pour les familles. Donc le but n'est pas de se substituer à l'école ni aux enseignants, mais vraiment d'être là pour apporter un soutien aux apprentissages. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de proposer des ouvrages un petit peu sympas à lire, des ouvrages sympas à faire. Parce que concrètement, dans ces cahiers, on parle d'exercices de maths à faire, à réaliser. Et c'est vrai que tous les parents ne sont pas forcément pédagogues. C'est toujours difficile de pouvoir expliquer à leurs enfants, déjà à soi-même, de refaire... Oui, déjà, nous, on est nuls en maths. C'est ça, de refaire les théorèmes, etc. C'est assez compliqué. Donc, en fait, vous mettez à disposition des fiches, c'est ça, des anti-sèches pour pouvoir aider. Exactement, plein d'ouvrages. En fait, nous, on part du principe que l'importance d'allier le ludique, le bien-être de l'enfant aux apprentissages, pour nous, c'est la clé, le jeu, passer par le jeu. Donc, par exemple, là, c'est une petite collection d'enquêtes en vacances. Les cahiers de vacances, il y a toujours 2 teams. Les enfants qui ont envie d'avoir leur cahier de vacances, ceux qui sont un tout petit peu plus réticents. Et on va dire que les cahiers de vacances sont souvent achetés, rarement terminés. Donc on est parti de ce outil-là en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants vraiment ont envie, jusqu'au bout. Voilà, aillent au bout de leur cahier. Comme le film. D'accord. C'est ça, et prennent plaisir à faire leur cahier de vacances. Donc je vous ai dit, les enquêtes, ça marche bien, ça plaît toujours. Donc on est parti du principe de faire en fait sur 2 pages des petites enquêtes. Donc les intrigues sont assez simples, c'est effectivement les bijoux ont été volés, le tableau a disparu, le chien de la voisine n'est plus là. Et du coup, pour résoudre son enquête, l'enfant va devoir faire des petits exercices en français, maths, etc. Ce sont les savoirs fondamentaux, c'est ça, c'est toujours apprendre à lire, écrire et compter. Voilà, on est sur les savoirs de l'année, donc là par exemple sur le CM2, mais c'est vraiment sur toutes les classes. Et l'idée c'est de résoudre en fait des petites enquêtes, donc les exercices permettent de donner des indices pour résoudre l'enquête. Et la petite particularité, c'est que nous avons une loupe magique, et cette loupe en fait, elle permet de dévoiler certains indices pour résoudre les exercices. Et du coup, typiquement, cette collection, ça plaît beaucoup. Les enfants aiment bien justement par le jeu. Le but, c'est la stimulation de résoudre son enquête. Et ils font leur cahier de vacances. Oui, l'idée, c'est vraiment le bien-être partagé en fait, entre les parents, les enfants et évidemment la maison d'édition, Ozu, et de dire on va pouvoir travailler, mais tout en s'amusant, on va apprendre. C'est toujours le cœur de la réussite. C'est exactement ça. En fait, on se dit, on est surtout nous, on est sur des classes, les classes du primaire, vraiment de la petite section au CM2. Et l'idée, c'est que les enfants prennent plaisir à apprendre, que ce soit, on est vraiment sur les basiques de l'apprentissage, les notions clés, donc lire, écrire, compter. Et vraiment, c'est de prendre du plaisir et que ce soit un moment d'échange entre parents enfants. Par exemple, on a une petite collection qui s'appelle l'école des pandas. Donc là, on est sur la maternelle. Bon, on se dit, en maternelle, a priori, les parents maîtrisent encore les notions, les lettres, les chiffres, les couleurs, les formes. Ça va. Donc, voilà, propice à l'échange. Il n'y a pas de stress de la part du parent sur « je ne vais pas réussir mon exo de maths ». Et on est sur des moments d'échange, en fait. Donc, on va avoir des petits exercices classiques d'écriture qui sont un peu conformes à ce qui peuvent être faits à l'école et des petits moments d'échange parents-enfants. Sur les émotions ? Alors, on parle notamment des émotions, mais c'est des petites activités de calme, des activités de méditation. C'est vraiment des moments d'échange. Par exemple, on va avoir des petites activités de gym des doigts. Par exemple, en fait, où c'est les petites gyms des doigts, les petites comptines des doigts. Et l'idée, c'est de muscler les doigts des enfants, c'est de s'échauffer avant, par exemple, de passer à une activité écrite où l'enfant va tenir son crayon. Donc, c'est des activités de motricité fine. Par exemple, on va avoir des jeux d'observation ou des jeux d'écoute. On propose des blind tests, donc il y a un petit QR code, en fait, dans le livre qui permet de télécharger des pistes sonores. Alors, les blind tests pour les enfants de maternelle, bon, on n'est pas sur le top des Beatles, on est sur... mais tous les Disney, a priori, ça fonctionne. Là, on est plus sur les bruits des animaux, les sons du quotidien. On est vraiment sur des basiques. Où, par exemple, on va proposer une activité, c'est ouvrir la fenêtre et chacun votre tour énoncer un son que vous entendez. Donc dans la rue, donc ça peut être... La tronçonneuse, le camion poubelle. C'est ça. Okay. Donc, les réponses sont multiples et variées. Et l'idée, en fait, c'est de travailler l'écoute pour que les enfants, en fait, développent leur écoute pour ensuite, quand ils apprennent à lire, c'est important parce que ça permet ensuite de bien distinguer le son est, le son et, le P, le B. Donc en fait, c'est plein d'activités comme ça qu'on propose qui sont très ludiques, qui sont vraiment dans un moment d'échange parents-enfants où effectivement on ne mentionne pas « j'apprends à écouter », mais
ça participe en fait aux apprentissages. Il y a toujours un intérêt pédagogique derrière ces petites collections. Loïc. On peut avoir l'impression, avec toute la littérature jeunesse qui existe aujourd'hui, que tout a été à peu près fait. Tout a été à peu près traité en termes de thèmes. Un coup, c'est les pandas, un coup, c'est les oiseaux, un coup, c'est les petits loups. Bref, on retrouve à peu près toujours les mêmes thèmes. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez des comités pour imaginer le livre jeunesse de demain sans refaire ce que vous avez déjà fait pendant 50 ans? Et vous et vos concurrents, d'ailleurs. Oui, non mais tout à fait. Alors en fait, on se dit c'est que les enfants d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'hier en fait. Les modes, les goûts, ça évolue toujours. Même si les apprentissages, les fondamentaux sont toujours là, on est toujours sur cette base de surtout de lire, écrire, compter. Mais c'est vraiment à plusieurs, on discute, on écoute et on prend en fait les idées, les bonnes idées, elles viennent de partout. Et on a des retours de partout. Donc par exemple, on a lancé une petite collection de première lecture. L'idée, c'est des enfants qui sont en CP, c'est qu'ils puissent lire facilement, que ce soit des niveaux très faciles pour eux à lire. Donc on a 3 niveaux en gros qui correspondent à chaque trimestre de l'année. Et par exemple, en fait, c'est des retours d'enseignants qui nous ont dit, mais en fait, vous savez, même votre premier niveau qui est pourtant simple, certains enfants ont encore du mal à le lire, c'est encore trop difficile pour eux. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Le but, c'est de proposer des ouvrages qui aident les enfants, qui les accompagnent dans leur scolarité, qui leur donnent en fait envie, qui leur donnent confiance pour toute la suite et de leur assurer les bonnes bases. Vous avez un pôle d'experts, en fait, un pôle de partenaires, je dirais, qui sont là pour vous remonter un petit peu les choses. On a des partenaires des terrains et les bonnes idées, elles viennent de partout, en fait, je dirais. Merci beaucoup, vraiment, Ludivine Boulico. Je rappelle donc les enquêtes en vacances, les héros du CP, le petit loup qu'on peut remontrer, qui est là, on adore le loup. Les héros du CP encore, méthode d'écriture, enfin bref, plein de bonnes choses. L'école des pandas, on a une petite section. Tout ça, c'est chez la maison d'édition Ozu, qu'on peut retrouver, qui existe depuis 50 ans, cette maison d'édition. Vous pouvez retrouver tous ces ouvrages parascolaires partout. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est à vous, cher Loïc, pour votre chronique. Alors Loïc, aujourd'hui vous nous parlez d'un moment charnière dans l'histoire de l'éducation en France, l'école sous la Révolution. Oui, moment charnière parce qu'en fait tout s'écroule et tout se reconstruit dans le même temps. C'est ça qui est intéressant. Rappelez-vous d'ailleurs un petit mot de contexte, je vous en avais déjà parlé dans de précédentes chroniques. Jusqu'à la Révolution, c'est l'Église qui régit et qui administre l'école, et quand même de façon très objective, parce qu'on tape toujours sur l'Église. Souvent, à raison, c'est vrai, mais quand même, depuis le IVe siècle jusqu'à la Révolution française, elle a quand même permis à des millions d'enfants et d'adolescents d'avoir une instruction, et surtout de déployer le savoir un petit peu partout en Europe. Il faut quand même le mettre à son crédit. Mais on est à une époque, c'est vrai, au moment du XVIIIe siècle, où l'Église est allée trop loin. Trop d'influence, trop d'argent, trop de passe-droit, trop de dogmes, trop de tout. Donc, un peu avant la prise de la Bastille, le 17 juin, les députés des États généraux créent l'Assemblée nationale et le 9 juillet, ils se proclament Assemblée constituante. Et c'est au cœur donc de ce nouvel écrin de la démocratie que l'école, entre autres, va être au cœur des préoccupations. Et c'est donc plus l'Église qui va s'en occuper. C'est exactement ça. Le 22 décembre 1789, la Constituante transfère les pouvoirs sur l'instruction aux départements qui n'existaient pas encore et qui viennent justement d'être créés à ce moment-là. Le 13 février 1790, un décret supprime les corporations et les congrégations religieuses qui étaient donc structurées depuis plusieurs siècles pour accueillir et administrer l'école. Et en 1791, tous les maîtres, tous les enseignants se voient obligés de prêter un serment civique pour pouvoir exercer dans l'école de la République. Mais il n'y a plus d'école tenue par l'Église. Alors, en gros, que font nos enfants? En fait, c'est très inégal, parce que vous voyez bien que tout ça, ça se fait à peu près sur 3 ans. 1789, fin 1791. En fait, le peu d'écoles de filles tenues par des religieuses sont fermées et beaucoup de prêtres qui enseignaient dans des écoles de garçons refusent de prêter serment. Forcément, ce sont des religieux, donc ils sont loyaux envers l'Église et donc ils sont chassés par les municipalités. Mais comme les parents leur faisaient quand même confiance, ça faisait peut-être des années qu'ils enseignaient à leurs enfants et puis ils les connaissent. Donc, ils continuent en fait de leur confier leur progéniture et ces religieux font en fait des écoles, on appelle ça particulières, mais on pourrait dire illégales. Et ils continuent en fait de faire la classe, mais c'est pas vraiment la majorité quand même. D'accord. Et il y a la question des ressources financières. Et oui, parce qu'en fait, la Révolution, elle supprime beaucoup d'impôts. C'est notamment l'un des griefs du peuple, c'est qu'à l'époque, il y a trop d'impôts, donc l'Assemblée constituante dit « Ok, on en supprime ». Oui, mais si on supprime les impôts, on ne peut pas faire la classe, surtout dans des villages où il y a peu d'argent. Donc le premier poste de suppression,
c'est l'école. C'est la première chose qu'on supprime quand on n'a plus d'argent. Et comme les parents ne peuvent pas prendre le relais, ils ont bien d'autres choses à faire, les pauvres, et ben les enfants sont un peu laissés comme ça à l'abandon. Et on va parler d'un homme en particulier, l'un des députés qui va essayer justement de fonder la nouvelle instruction publique et républicaine, c'est Talleyrand. Talleyrand, tout au long de l'année 1791, il dirige la rédaction d'un rapport fondateur sur l'école qui présente à l'Assemblée constituante au mois de septembre 208 articles quand même, beaucoup de recommandations aussi. Et voici entre autres ce qu'il propose. Chaque administration de département déterminera le nombre des écoles primaires de son établissement sur la demande des municipalités présentée par les directoires des districts. Il sera établi à Paris une école primaire par section. Les écoles primaires seront gratuites et ouvertes aux enfants de tous les citoyens sans distinction. Voilà. Et ensuite, il dresse une très très longue liste de ce qu'il faut enseigner aux enfants, surtout pour préparer le futur de la nation. Parce qu'en fait, depuis de longs siècles, la monarchie absolue était soupçonnée, en gros, d'élever des ignorants. De ne pas vraiment se saisir des problèmes d'instruction pour dire « Ok, on a le peuple qui en sait le moins possible. Puisqu'il en sait moins, il se révolte moins. » Et tout va bien. Et là, justement, la Révolution dit « Ok, on va faire des enfants qui en ont dans le cerveau pour ne pas être manipulés et pour prendre vraiment le pouvoir. » Et donc, ça sert vraiment à ça, à refondre le pays grâce à l'instruction. Et est-ce que ces propositions sont bien accueillies? Alors au début, oui. Mais en même temps, ça tombe un peu sous le sens. Enfin, je veux dire, c'est du bon sens tout ce qu'il propose. Je vous propose d'ailleurs d'aller voir sur Internet tout ce qu'il a listé. Je veux dire, pour nous, ça nous paraît absolument évident. Néanmoins, on est à l'Assemblée, c'est tout nouveau. Les débats entre partis, la droite qui commence à se construire, puis la gauche. Donc du coup, là, l'extrême gauche, particulièrement, veut pas forcément. Donc du coup, après moult débats, l'Assemblée décide finalement, je la cite, que tous les établissements d'instruction et d'éducation existants à présent dans le Royaume continueront provisoirement d'exister sous leur régime actuel et suivant les mêmes lois, statuts et règlements qui les gouvernent. Donc rien ne bouge? Eh bien, c'est ça, en fait, tout est figé, mais tout est figé dans l'état actuel de ce qui a été décidé au moment de la Révolution. Donc, on est dans un espèce de trouble un petit peu bizarre. Les députés, ensuite, mettent sous écrit le rapport de Talleyrand. Ils disent, on va l'imprimer et on va le donner à la législature suivante. C'est pas nous qu'on gère, si je puis dire, c'est les autres. Donc, voilà, c'est un petit peu l'anarchie, mais c'est aussi quand même, à ce moment-là, le début des prémices de ce qu'on va voir arriver à partir de 1805, c'est-à-dire l'école nouvelle, l'école moderne, et la vraie perception qu'en fait, les enfants sans instruction, ça ne fait pas un pays fort, ça ne fait pas un pays lettré, ça ne fait pas un pays qui va vers l'avenir. Et donc c'est un petit peu là quand même que ça s'est joué, même si... voilà, moi j'aurais pas aimé être un enfant sous la Révolution française parce qu'à mon avis ça devait pas être super chouette. Non mais c'est bien de leur dire encore aujourd'hui puisqu'il y a des tonnes de pays, enfin des tas de pays plutôt, oui. où malheureusement oui. beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'éducation et les filles encore moins. Merci Loïc. Merci. Allez, tout de suite c'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard. Tout de suite c'est un souvenir d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine, on a Alban Bartoli. Bonjour. Bonjour Alban. Alors, le grand public te connaît depuis plusieurs années maintenant, puisque tu as participé à plusieurs émissions, notamment à la première saison de The Voice. Oui. Et à la saison 5 des Anges. Tout à fait. Ça, je crois que tu n'aimes plus trop qu'on te le dise. Si, non, ça me dérange pas. Je suis pas du genre à cracher dans la soupe. Non, ça me dérange pas. Après, souvent, on nous renvoie aux émissions qu'on a fait tout le temps, même si ça fait 10 ans. Mais ouais, ça fait partie de ma vie, de mon parcours, donc depuis, il y a eu plusieurs singles. Oui. Tu as fait de la scène, notamment avec Lara Fabian, Marina Kaye et d'autres grands noms. Et surtout, tu as sorti un livre. Tout à fait. J'ai sorti un livre qui s'appelle La Mélodie du bonhomme, que j'ai sorti il y a à peu près 2 ans, juste après le confinement. Et voilà, je raconte un peu toute ma vie, le climat familial, le climat scolaire. Mon enfance. Ta scolarité. Exactement. Et les coulisses des émissions de télévision que j'ai fait depuis que je suis tout petit. Est-ce qu'il y a des projets précis dans les semaines ou les mois à venir? Oui, alors ça faisait longtemps que j'avais pas envie de composer, que j'avais pas envie d'écrire et que j'avais pas envie de sortir mes propres titres, parce que je vis de la scène essentiellement, souvent dans l'event de luxe, etc. Mais faire mes propres compos, ça faisait longtemps. Et là, je me suis remis dedans. J'ai retrouvé un peu cette flamme-là et j'ai enregistré un EP de 6 titres. Tu t'es remis à créer. Ouais, et ça allait très vite en plus. Ça s'est sorti tout seul. Et du coup, j'ai un projet qui arrive certainement à la rentrée. On a déjà tourné le premier clip. Donc là, je suis en train de bosser sur tout ça. C'est cool. Moi, c'est une super belle nouvelle. Ouais, je suis content. On arrête les projections dans le futur, on revient dans le passé. T'as grandi où?
Alors moi j'ai grandi de mes 0 à 8 ans dans le sud de la France, à Aubagne, à côté de Marseille. T'as pas d'accent? Non, non, parce que je suis dans la région parisienne depuis que j'ai 8 ans. Donc, t'as quitté le sud pour Paris? Ouais, exactement. Parce que mes parents étaient mutés en région parisienne. Et après j'ai vécu dans le 91, essentiellement à Dourdan. C'est vraiment au fin fond du terminus de la ligne C du 91. Et sinon j'habite dans Paris même depuis que j'ai 17 ans. Quel souvenir tu gardes de ton enfance? Écoute, je garde un souvenir assez mitigé, une enfance quand même assez heureuse, avec une mère très présente, donc on pouvait compter sur elle, mais tellement présente qu'elle était aussi très sévère, donc une enfance assez stricte, assez stricte, mais en même temps, j'ai jamais manqué de rien, et surtout, j'ai toujours été élevé dans l'amour. Ça, je pense que c'est l'essentiel. Des frères et des sœurs? Oui, j'ai une petite sœur, un petit frère et un grand frère, on est 4. Ah. Et on est 4, voilà, on est tous très différents. Et comme je dis dans mon livre, je pense qu'on a été fait dans le même moule, mais le temps de cuisson n'a pas été le même. On est vraiment tous un peu différents, mais on s'aime beaucoup. Quelle relation vous avez entre vous? On est proches sans l'être, c'est-à-dire qu'on peut passer un mois sans se parler ou sans savoir au téléphone, mais par contre, dès qu'on se voit ou dès qu'on s'est au téléphone, c'est comme si on s'était quitté la veille, on se raconte nos vies, et j'ai des relations vraiment différentes avec et ma sœur, et mon petit frère, et mon grand frère. C'est vraiment des relations différentes, mais on s'aime beaucoup, franchement. T'étais quel genre d'élève? J'étais un élève plutôt bon, parce que j'avais des facilités, donc très feignant. Et avec le collège et le lycée, du coup, ça a commencé à se sentir, parce que quand on est trop feignant, au bout d'un moment, ça va pêcher. Et plutôt aimer des professeurs, mais assez dissipé. C'est-à-dire que j'étais du genre à faire rire les gens, à faire des blagues. C'était le petit clown. Ouais, on savait que j'existais, quoi. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de cette scolarité dans son ensemble? Ouais, j'ai un plutôt bon souvenir de l'école. Il y a juste un truc qui s'est fait sentir très vite au niveau de l'école, c'est qu'il y a plein de choses qui pour moi ne servaient à rien. Voilà, avec le recul que j'avais à l'époque, hein, évidemment. Et donc j'avais vraiment cette envie de liberté, cette envie d'apprendre des choses du terrain très vite. Mais je me pliais quand même au truc qu'il fallait faire, au strict minimum. Et j'ai un souvenir aussi de l'école où on était très jugés. Moi, je chantais déjà, j'avais déjà fait de la télé, je traînais avec beaucoup de filles, j'avais mon harem autour de moi. Le regard des autres écoliers, en fait. Tout à fait, ouais. Surtout chez les garçons, qui aujourd'hui me jalousent certainement parce qu'ils se disent, parce qu'ils aimeraient bien avoir des harems de filles autour d'eux. Mais à l'époque, ouais, j'étais celui qui était toujours avec un troupeau de filles, je chantais dans la cour et tout. Donc forcément, pour les mecs hétéros, voilà, de base, c'était un petit peu gênant, quoi. Un souvenir d'écolier précis à nous partager? Un souvenir d'écolier précis. Je pense que voilà, ce souvenir-là, c'est là où je crée un peu ma différence, c'est qu'à chaque pause, je chantais. J'avais cette envie de chanter, d'avoir un auditoire, d'avoir un public. Et du coup, je pouvais passer du hall où il y avait énormément de réverb, le préau. Des fois, c'était quand... chantais dessous le temps. Ouais, et quand il faisait beau, c'était à la cour. Et en fait, j'avais un groupe de 10 copines qui venaient me voir chanter. Du coup, ça amenait des gens. Et même les profs, des fois, intervenaient parce que ça faisait des attroupements et tout. Parfois, t'avais pas envie d'avoir une petite récré tranquille? Ah non, moi, c'était mon kiff. C'était la récré parce que je savais que ça allait être mes 5 minutes de spectacle. C'est ton concert. Ouais, j'attendais ça avec impatience. Et ça a commencé à quel âge? Ça a commencé déjà, je pense, dès mes 10 ans, 10-11 ans, je commençais déjà à faire ça et j'ai fait ça au collège. Et bon, après au lycée, je me suis un peu calmé. Au lycée, j'allais te dire. Non, je me suis un peu calmé parce que j'allais passer vraiment pour un gros bolos, mais non, sinon je me suis... J'allais pas dire ça. non. Je me mais suis disons calmé. que ça te met à l'écart. Ouais, ça me met à l'écart. Non, au lycée, j'ai commencé à réfléchir au vrai casting et à faire des vraies scènes et à commencer vraiment à ce que ça devienne quelque chose de sérieux. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Alban Bartoli pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. Si vous deviez choisir, Monsieur Varin, un qualificatif pour décrire la situation, ce serait lequel? Compliqué. Situation très compliquée. On a une baisse d'à peu près 530 élèves par an tous les ans depuis 3 ans. Et donc ça implique de s'interroger sur le réseau des écoles, puisque l'éducation nationale, compte tenu de ses effectifs en baisse, réduit les moyens progressivement, ce qui pose question sur la structuration des écoles du département, qui est complexe en raison du côté diffus des établissements et puis de la ruralité. Charlie Varin, la tendance, semble-t-il, s'est amplifiée, à en croire les chiffres entre 2022 et 2023. C'est que le début?
Oui, c'est que le début, quand on travaille avec l'INSEE sur les prospectives démographiques, on est sur une baisse tendancière qui va se poursuivre, hein. Le département de la Manche a une caractéristique un peu spécifique, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de jeunes et d'actifs et de plus en plus de retraités qui viennent s'installer chez nous, ce qui n'est pas sans poser des questions sur le réseau des écoles du département. Et dû, d'après vous, cette accélération de fermeture de classes? Il y a plusieurs travaux qui ont été menés par les élus locaux en lien avec l'éducation nationale, avec des regroupements pédagogiques intercommunaux qui ont déjà été construits, mais qui montrent aujourd'hui leurs limites. On a également des réseaux d'éducation prioritaire dans le département, ce qui pose aussi des questions, puisqu'il y a beaucoup de moyens d'enseignants qui sont fléchés sur ces établissements et qui malheureusement se font au détriment des établissements qui sont hors réseau d'éducation prioritaire. Et puis cette situation pose question en milieu rural sur la distance, c'est-à-dire que lorsque vous fermez des classes ou des écoles, pour scolariser les enfants, la nouvelle école se trouve parfois à 10, 12, 15 km, ce qui pose quand même des questions en termes de transport et notamment ou de problématiques pour les familles qui sont obligées de se déplacer de plus en plus loin pour aller porter leurs enfants à l'école. C'était un vrai souhait que le film soit proche des gens et qu'on ne soit pas du tout dans un cliché. Et ça, je crois que ça a fonctionné. Et comme vous le disiez, en fait, on a voulu raconter une vraie histoire avec la tournée du film. Donc on a normalement tendance à aller donner l'exclusivité aux grandes villes pour la sortie. Et là, on s'est dit, bah non, et si on allait partir sur les routes et aller donner l'exclusivité aux petits villages, aux petits cinémas, parce que le film parle de la désertification, de l'importance de maintenir les services de proximité. Mais je pense aussi que c'est important de maintenir la culture. Vous avez porté le message. La culture, ouais. C'est aussi un film sur les vertus maternelles, parce qu'Alice, elle est mère MAIRE. Oui. Elle n'est pas encore mère ME accent grave RE, mais au fond, elle l'est, de ses administrés, des enfants. Enfin, elle a un côté super maternel dans le film. Complètement. Et je trouvais ça super d'incarner, voilà, de montrer l'image d'une jeune femme qui soit indépendante, célibataire, forte de caractère et qui est, je pense, un peu à l'image de beaucoup de femmes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes femmes, ou pas jeunes d'ailleurs. Enfin, pas jeune, je trouve qu'elle est jeune, voilà. mais bon, voilà. Le film, Mélanie, se termine sur une chanson, La Tendresse, interprétée par Bourvil. On vit dans un monde qui est extrêmement atomisé, extrêmement individualisé. Finalement, c'est ça qui manquerait le plus, selon vous? Un regard de tendresse les uns sur les autres? Oh ouais, je pense que la chose, étrangement, pour laquelle on doit se battre le plus en ce moment, c'est de se voir. C'est de maintenir le lien. Je pense que tant que le lien social sera présent, tant que les gens continueront à vivre des choses, il se passera beaucoup de belles choses. De belles choses, ouais. Et plein de petites victoires. Et plein de petites victoires et plein de tendresse. En 3 ans, énormément de public conquis, à la fois par les défis très pratico-pratiques, si j'ose dire, et ludiques, que vous leur proposez. Le principe, si je ne m'abuse, c'est qu'on a 3 semaines top chrono pour réaliser un certain nombre de défis. On va du coup devoir se référer à l'application pour pouvoir valider ces défis, les suivre, les accomplir et puis surtout montrer les preuves des défis qu'on a bien réalisés. Vous demandez des preuves en images, des photos, hein, si je n'ai pas de bêtises. C'est ça, des photos ou même des messages, des mots dans le carnet de correspondance pour les parents aux enseignants, pour pas forcément être tout le temps sur les écrans ou faire place au numérique. Mais du coup, c'est exactement ça l'idée. Les élèves vont pouvoir prouver les défis qu'ils auront réalisés à la maison, puisqu'il y a des défis à réaliser à la maison ou en classe, par l'application qui est à destination seulement des enseignants pour le moment. C'est ces derniers qui vont pouvoir valider les défis de leurs élèves. On va avoir des défis vraiment sur tout un tas de thématiques, sur la créativité, sur la mobilité, la biodiversité, justement pour recréer un lien avec la nature, qui est du coup notre but premier, sensibiliser et faire en sorte que les enfants se sentent plus proches, les enfants et les adolescents même, se sentent plus proches de la nature. La carte scolaire est-elle encore en sens concernant justement votre zone? Pour nous, non. Comme je vous disais, on a des familles, par exemple, dans les Ardennes, il y a plusieurs écoles qui sont concernées par les fermetures de classes, mais on a environ, je ne sais plus combien de familles, on a 7 élèves à l'heure actuelle qui viennent de familles extérieures par rapport à l'attrait de notre école. On a des logements sociaux qui sont libres et qui peuvent être habités. Non, on comprend pas pourquoi on est concerné en fait par rapport à cette carte, parce qu'on a vraiment un vrai attrait dans cette école, on a vraiment une vraie dynamique. Donc pour nous c'est pas logique, et je sais qu'il y a d'autres écoles qui sont dans cette situation. On ne comprend pas, pourquoi on privilégie tout ce qui va être budgétaire au bien-être des enfants en fait. Là on les oublie complètement.
Vous, véritablement une perte en qualité d'enseignement? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'à partir du moment où on est plus nombreux dans une classe, ça permet moins l'aide individuelle. Les enfants qui s'en sortent très bien, à la limite, on va les mettre de côté. Les enfants on va dire de niveau moyen, ils vont aussi se sentir délaissés parce que du coup, les institutrices vont privilégier les enfants à difficulté. Donc, en quoi ça va permettre un bon apprentissage de leur côté? C'est incompréhensible. On préfère avoir des petites classes, même de 12, 13, mais à ce moment-là, qui permettent une vraie aide, un vrai accompagnement individuel, plutôt que des classes surchargées où les enfants vont avoir du mal à trouver leur place et peut-être vont créer un mal-être dans la classe et une anxiété vis-à-vis de l'école. Dans l'heure de la récré, vous nous parlez de ces jeunes qui ont escaladé la cathédraale de Metz à main nue. Est-ce bien raisonnable? Alors, je sais pas. D'en parler, oui, mais de le faire. Je sais même pas comment c'est possible. Donc, ils sont quatre Belges. Donc, effectivement, ils ont escaladé la cathédrale 41 mètres de haut, hein, quand même, à main nue. Je ne sais pas comment c'est possible. Alors, regardez, ils ont publié les images sur Instagram. Ça vaut le coup d'œil. Franchement, c'est absolument bluffant. C'est sublime. Voilà. C'est incroyable. Ça te donne le vertige, mais c'est absolument incroyable. Ah ouais. C'est dingue, non? Non, ils sont pas attachés. Et combien de temps ça leur a pris tout ça? Alors, à votre avis, combien de temps? Pour escalader 41 mètres à main nue? Moi, je fais ça en un quart d'heure, mais eux... Eux, en 30 minutes. Oh là là, le double de vous. Oh là là J'aimerais là bien là vous là. voir en train de... Ouais, je vous montrerai ça. Bon, bref, donc voilà. Ils s'entraînent un peu partout, c'est la oui, première c'est ça. fois? Non, Absolument, ils sont adeptes. Ils ont escaladé une dizaine de monuments dans différentes villes d'Europe. Voilà. D'accord, c'est légal de faire ça? Alors non, c'est ça le problème. C'est pas légal. Vous ne verrez pas le faire, voilà. Oui, c'est ça, vous avez dit 15 minutes. Non, mais je ne suis pas hors la loi, madame. C'est même passible de 3 000 € d'amende. Alors. Voilà, c'est interdit d'escalader des monuments plutôt. Ils le font tôt le matin ou tard le soir pour pas se faire prendre. Et eux, ils s'en fichent. Ils veulent prendre le risque rien que pour l'adrénaline et la vue époustouflante à laquelle ils ont droit ensuite. Bon, tout de même, la préfecture de Moselle a porté plainte. D'accord, donc c'est une récré grosse bêtise quand même. Voilà, un petit peu. C'est vrai aussi avec Fusion Jeunesse, encore une fois, l'initiative que vous animez depuis Bordeaux, et notamment cette exposition incroyable qui va avoir lieu au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux à partir du mois de juin, sur lequel vous commencez à travailler aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir aussi adapter cette pédagogie, cette école du futur que vous portez justement, et cette idée de persévérance scolaire, Gabriel, c'est bien ça? En effet, chez Fusion Jeunesse, nous misons sur l'apprentissage expérientiel pour promouvoir la persévérance scolaire. En effet, je suis québécois, j'habite en France, mais je parle de persévérance scolaire, pas de décrochage, parce qu'on vise à être positif. Et donc, cette persévérance scolaire, pour nous, elle passe par l'apprentissage expérientiel. Et chez Fusion Jeunesse, nous avons créé une panoplie de programmes multisectoriels pour permettre aux jeunes de se projeter, de développer des compétences disciplinaires fondamentales, mais bien sûr d'autres compétences transférables, durables. Et nous avons plusieurs programmes, par exemple, dans le numérique, la création de jeux vidéo, l'intelligence artificielle, la robotique. Dans le monde des arts, nous avons les arts numériques, nous avons aussi le design de mode, le design d'espace, l'entrepreneuriat et bien sûr le design d'exposition. Et en effet, nous venons de lancer un projet majeur avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui, imaginez, donne 200 mètres carrés à des jeunes des écoles, des collèges, des lycées pour imaginer carte blanche l'ensemble des 200 mètres carrés. Donc ça, c'est vraiment l'apprentissage expérientiel que nous mettons de l'avant. Et j'ajoute à ça le fait que nos programmes sont vraiment implantés pendant les heures de cours tout au long de l'année scolaire. Donc de septembre à juin, nous travaillons avec les enseignants 2 à 3 heures par semaine pour vraiment développer toutes ces compétences, qu'elles soient artistiques, technologiques, numériques. Et les jeunes ont vraiment un cadre pédagogique que nous apportons pour avoir un livrable, une solution en intelligence artificielle, un jeu vidéo, une vraie exposition muséale. Et donc, depuis 5 ans déjà ici en France, 15 ans au Québec. Je l'ai fondé il y a 15 ans au Québec. Toutes les semaines, nous travaillons avec 15 000 jeunes dans plus de 500 établissements scolaires. Et l'impact dès le primaire, la prévention du décrochage est assez fabuleuse.
Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Cher Loïc, merci mille fois. Merci beaucoup. Tous les lundis, vous êtes là, c'est un bonheur pour nous tous. On vous retrouve aussi vendredi. Eh bien, vendredi, je serai là, oui. Merci à vous tous de nous suivre. Vous pouvez nous écrire en particulier à Loïc, il adore ça et vous répondra évidemment. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean Girard. Le son, c'est Thibaut Gorillafont. Le maquillage, c'est Emma Rajafindra Lambeau. Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Très bonne soirée à tous. Ciao.